Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle preview sur la chaîne du Foot US de A à Z. Aujourd'hui, vous l'avez vu sur le bandeau et sur le visuel en premier, on va parler des Seattle Seahawks. Mais tout d'abord, je remercie DR Graphics 71 qui nous a fait ce magnifique visuel, lui qui est fan des Seahawks et qui m'a proposé de faire le visuel. Donc je te remercie d'avance. Merci à toi. Quel plaisir d'avoir un aussi beau visuel quand c'est fait par un professionnel. Ça change tout, clairement. On y va, on enchaîne. Preview des Seahawks. Je fais rentrer tout de suite mon avocat qui va être mon collègue pour cette preview. Edgar, comment tu vas? Bonjour à tous, ça va très bien. Et toi, Joe, la saison a... Ah, Edgar, ça coupe, ton micro il coupe. Je suis désolé, ton micro coupe il a coupé, Edgar. Ouais, là c'est peut-être que c'est bon. Ouais, là c'est bon. Et on a... Ok, parfait. Ouais, c'est bon. Ça a coupé juste au moment de ton intro, mais c'est pas grave. Okay. On a compris l'essentiel. On y va, on enchaîne. On accueille donc Clément, Seahawks France sur Twitter. Bonjour Clément, comment tu vas? Salut les gars, moi ça va très bien, on commence à voir un peu la fin du bout du tunnel et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Eh ben super, nous aussi on est ravis de t'avoir, c'est une première sur la chaîne avec nous, donc je suis ravi de t'avoir et on va dire que les Seahawks ont animé, les fans des Seahawks ont animé le Tour de France cette année, clairement. Exactement, c'est pour ça que j'ai porté ce t-shirt là en hommage à ce fameux supporter. À ce fameux supporter, s'il nous regarde, un jour tu es le bienvenu, viens avec le même casque sur la chaîne, on sera ravis de t'accueillir, reviens nous voir, tu nous as rendu heureux et t'as rendu tous les fans heureux de NFL cette année au Tour de France. On enchaîne et on accueille Tristan, donc de Endzone France, bien évidemment, et fan des Seahawks. Salut Tristan, comment ça va? Salut Joe, salut tout le monde. Ça va super. Désolé pour aujourd'hui, j'ai pas une très bonne connexion, donc j'ai enlevé la caméra. Peut-être que le son sera un peu mieux. On t'entend parfaitement, c'est super. On y va, on enchaîne. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter les previews, on va revenir sur la saison passée avec Clément et Tristan. On va refaire le bilan, on va parler des points négatifs et on continuera sur les points positifs. Ensuite, on enchaînera. Ils devront trouver 3 arguments pourquoi il faut suivre les Seahawks la saison prochaine. Ensuite, Edgar sera là aussi pour poser les questions aux fans. Voilà, il y aura 5 questions à poser, voir s'ils connaissent bien leur franchise. Bien sûr, c'est des petits. Il n'y a rien comme piège, hein, c'est tout simple. Hein. On pose des questions assez simples, mais ça permet d'apprendre aussi à certains, ceux qui ne connaissent pas la franchise. Et ensuite, on reviendra, donc on énumérera le calendrier 2025. On dira à peu près nos pronos. On va se prêter au petit jeu des pronos. Vous nous direz votre MVP que vous souhaitez voir dans votre équipe cette année et on finira par la dernière partie. Vous prendrez le rôle de GM et vous nous dites, vous, ce que vous auriez fait en tant que GM des Seahawks. C'est parfait, c'est complet. Let's go. La preview des Seahawks, ça commence maintenant. On y va et du coup, on est parti. Donc, vous finissez avec une saison à 10-7. Vous ne faites pas les playoffs. Malheureusement, vous échouez. Je crois que les Rams finissent au même total de victoires que vous. C'est ça, ouais, c'est au tie-break. Et voilà, c'est au tie-break que ça se joue. Donc voilà, une saison, on va dire, un bon début de saison, vraiment un bon début de saison où vous crachez contre Denver, vous crachez contre les New England, mais l'essentiel, c'est de remporter les victoires, on le sait en NFL. Vous remportez contre Miami assez tranquillement. Par contre, Détroit, les Giants, San Francisco, vous perdez. Vous regagnez contre les Atlanta Falcons chez eux, ce qui n'est pas une masse à faire non plus, malgré tout. Ensuite, vous perdez contre Buffalo, les Rams. Vous revenez de bye week, vous enchaînez 4 victoires de suite. Vous perdez contre Green Bay et les Minnesota Vikings. Et vous enchaînez par 2 victoires, les Bears et les Rams, qui étaient sûrs de finir devant vous au niveau du tie-break sur le dernier match. Vous finissez à 17, une saison positive, quoi qu'il arrive. Donc déjà, il y a du regret quand même, parce que y a des matchs qui étaient abordables, dont je pense les Giants, que vous perdez, ça aurait pu être le match qui pouvait faire basculer dans le bon sens, aller faire les playoffs. Après les autres matchs, tu perds contre Détroit, tu perds contre San Francisco, Buffalo, les Rams, tu perds contre Green Bay et Minnesota. Bon, il n'y a pas de... À part le match des Giants, c'est un peu le seul un peu point négatif de défaite, parce que les autres, c'est des défaites qui peuvent
qui peuvent tomber comme des saisons normales, on va dire. Et tu tombes, il y a des fois, la pièce, elle tombe pas de ton côté. Voilà, tu perds 27-24 contre les Vikings, mais contre les Giants, tu perds 29-20. Voilà, c'est pas des grosses défaites, mais tu perds et du coup, ça te fait basculer ta saison et tu as l'esprit positif de finir avec un bon bilan, mais tu ne vas pas en playoff parce que vous n'avez pas un bilan assez fort pour y aller. Toi, Ouais. Clément, qu'est-ce que tu retiens comme point négatif? Comme point négatif, bah en fait, alors ça qui est très marrant dans l'analyse de cette saison, c'est que finalement, beaucoup de points négatifs qu'on peut analyser sont sans doute ont disparu à l'intersaison. Le plus gros point négatif de cette saison, ça restait le système offensif, hein, avec Grubb qui est notamment qui est parti maintenant, mais qui favorise énormément la passe. On avait une incapacité à courir, ce qui nous a coûté, je pense, beaucoup de matchs. Mais après, je pense qu'on va revenir sur les points positifs, mais c'est une saison qui est plus positive que négative. Tu parles même de cette défaite contre les Giants comme quelque chose de négatif. Je suis d'accord, finalement, quand on réanalyse, on recompte tout à la fin de la saison, c'est le match qui te fait perdre les playoffs, c'est vrai. Par contre, c'est un match qui montre le niveau de l'équipe, que c'est pas encore une top équipe et qui crée des changements aussi au sein de la franchise, hein. Je pense après, à la suite, on a trade pour Ernest Jones, on a viré nos 2 inside linebackers et ça a un peu relancé toute la saison derrière. Donc finalement, oui, il y a du négatif, mais c'est plutôt un beau message d'espoir pour l'avenir pour moi cette saison. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Ça, une fois qu'on analyse le bilan global, voilà, c'est un peu le seul match que tu te dis, par rapport à la saison des Giants, voilà. Mais comme tu dis, ça a permis de grandir et ça a permis de passer un cap sur certains endroits du terrain. Toi, Tristan, qu'est-ce que tu retiens comme point négatif sur la saison? Alors, point négatif, je dirais pareil, hein, le fiasco Ryan Grubb et surtout sur la ligne offensive, hein, qui a vachement misé sur la passe, un petit peu en délaissant le jeu de course. Et du coup, on a vu que ça a touché des limites de ce côté-là. Donc, je suis content que le coaching staff de Mike McDonald soit un petit peu passé à autre chose rapidement et qu'il n'ait pas persévéré en essayant la même recette et en espérant des résultats différents. Donc déjà, même si c'est mal passé l'année dernière, je trouve que on y retrouve du positif dans le négatif. Et moi, j'ai eu un petit peu d'a priori aussi sur les special teams l'année dernière. Après, c'était la première fois pour J.R. Beau. Donc, je sais pas, j'espère que ça sera amélioré, mais de ce côté-là, on n'a pas changé grand-chose. Donc, on verra ce que ça donne. Ok. Edgar, toi, en tant que fan de NFL, en général, toi, comment tu peux trouver la saison des Seahawks, on va dire, sur le point négatif, en général, puis après, on passe au point positif. En point négatif, alors c'est pas un point négatif, mais c'est plus dans l'adaptation. Je m'attendais à plus au niveau de la défense avec McDonald, forcément, qui est arrivé de Baltimore et qui avait construit une vraie défense. Je m'attendais un petit peu plus à ce niveau-là. On voit quand même que au niveau des scorings, il y a eu des gros scores dans la plupart des matchs. Mais le gros point positif, c'était quand même l'offense qui, elle, de l'autre côté, arrivait à répondre avec un jeu quand même très axé sur la passe et du coup qui laissait par moments, on va dire, peu de suspense dans ce qui pouvait arriver à la suite, etc. Je dis pas que ça rendait l'équipe prévisible, mais par moment, ça a pu, je pense, jouer pour les adversaires qui avaient plus de Tu peux le facilité dire, à hein. comprendre le jeu. Ça rendait clairement l'équipe prévisible, hein. Ça, Ok. Ok. Clément, on tranche voilà, par rapport à Twitter, on sait que quand il vous faut dire les choses, il le dit, quoi. Voilà, quand ça va pas, on est toujours plus dur avec ceux qu'on aime, hein, bien évidemment. Exactement. Alors, maintenant qu'on est revenu sur ces points négatifs, on va faire vraiment les points positifs. On va pas perdre trop de temps. Point positif pour toi, je change un petit coup de sens. C'est Tristan, toi, quel point positif tu as trouvé chez tes Seahawks la saison passée? Alors moi, un grand point positif que j'ai trouvé la saison dernière, c'est justement la défense, mais surtout le progrès de la défense entre le début de la saison et la fin de la saison. C'est un petit peu ce que je cherchais le plus à voir la saison dernière dans mes attentes, c'était de voir une progression parce que
Clément n'est pas sans savoir que voilà, sur les dernières saisons, avec Pete Carroll, on a eu beaucoup de mal en défense. C'était très laborieux contre la course pendant, voilà, pendant trop longtemps. Et donc, je m'attendais pas à ce qu'on ait instantanément une défense élite, mais je m'attendais vraiment, enfin, je voulais voir une progression. Et ça, je l'ai vu. Donc, je suis très content. Surtout qu'on a vu des joueurs comme Tyrese Knight, des joueurs comme Kobe Bryant, des saisons auxquelles on ne s'attendait pas. Mhm. Je sais pas si vous m'entendez encore. Si, Je si, crois si, on t'entend. qu'on Vas-y, m'a vas-y, perdu, vas-y. non? Non, non, vas-y. On t'entend. J'ai eu un message d'erreur. Enfin bref. Ah, t'inquiète pas, t'es encore là. T'es encore là. Ok. Du coup, ouais, groupe. Enfin, moi, ce qui m'a plu l'année dernière dans les points positifs, c'est la défense de Mike McDonald et aussi la mentalité et la philosophie, dans le sens où il était prêt à changer tout de suite ce qui marchait pas. On l'a vu en cours de saison, on a changé notre perle de linebacker. Ensuite, à la fin de la saison, on a tout de suite changé Ryan Grubb, on n'a pas attendu. Donc voilà, il prend les problèmes à bras le corps et ça a l'air d'être un coach qui connecte très bien avec ses joueurs et qui a bien la tête sur les épaules. Donc moi, ça me plaît pour la suite. Ok. Clément, à toi? Pour le coup, Tristan a vraiment tout dit ce que je voulais aborder. Ok. Je voulais juste faire un petit rappel sur la défense de Mike McDonald. C'est que Mike McDonald, même au Ravens, sur ses premières années, la défense n'est pas forcément incroyable et elle prend vraiment un tournant quand il trade pour Oken Smith. Là où c'est très intéressant pour moi à Seattle, c'est que finalement, il s'est un peu passé la même chose avec le trade pour Ernest Jones au milieu de saison. Et là, la défense passe vraiment un cap. Donc, comme l'a dit Tristan, on a vu vraiment cette défense progresser tout au long de la saison. Et après des années de Pete Carroll, et je l'aime de tout mon être de fan des Seahawks, mais vraiment, Pete Carroll, il y avait toujours un peu le copinage, le coach, on est très fidèle, on est très loyal avec ses coachs et ses assistants. Là, ici, c'est action-réaction. Ça ne marche pas, on change et on regarde ce qu'il faut faire pour que ça marche, quoi. Il a un peu changé les mentalités. Moi, j'ai les amis fans sur la chaîne qui sont fans des Seahawks. C'est vrai que dès qu'il est arrivé, il a pas mal changé pas mal de choses, quoi, dont l'histoire et tout. La fameuse histoire qu'il enlevait les panneaux et tout ça, des histoires ouais, d'auteurs. ça a été un peu comment dire, un peu arrangé de toutes pièces. Je pense que dans les faits, c'est pas vrai. Et dans l'idée, je vais rajouter un autre point positif là-dessus, puisque Tristan était assez exhaustif sur même ce que je pouvais penser de cette saison-là. C'est que je trouve que Mike McDonald a quand même gardé énormément l'esprit Pete Carroll sur plein d'aspects. On sent toujours que c'est une des meilleures cultures de la ligue pour les joueurs, qui peuvent toujours venir avec leur caractère, s'exprimer sur le terrain. Et ça, je pense que c'est pas facile d'arriver après un coach comme Pete Carroll qui a 14 ans dans une équipe NFL, qui a vraiment tous les murs suivant la culture qu'il a essayé d'instaurer. Faut se faire sa place, mais à la fois on peut pas tout raser. Et moi, je trouve que Mike McDonald a été plutôt bon là-dessus. Dans un rôle, en plus pour son premier rôle de head coach à un âge assez jeune. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui, moi, me satisfait en tant que supporter des Seahawks. Mais de toute façon, il faut... c'est malheureux à dire, mais il était un peu obligé d'enlever un peu l'empreinte Pete Carroll. Moi, je l'adore. Hein. Moi, je suis même un grand fan de Kansas City, mais Pete Carroll est l'un de mes coachs chouchous, je le dis clairement. Voilà, je l'adore. Et moi, j'ai ces images quand il s'entraînait en camp et qu'il faisait les passes au receveur et tout. À son âge, je trouvais ça déjà exceptionnel, le mec. Et j'adorais sa personnalité. Tu vois que c'est un mec qui, voilà, à l'ancienne, qui prend les mecs... à DK Metcalf qui pétait des plombs, mais lui, il était là pour lui parler. Voilà, il était vraiment là. Voilà, c'était un deuxième père pour les petits jeunes de l'équipe. Et voilà, il y a des joueurs qui aiment ça. Il y a des joueurs qui n'en ont pas besoin, mais il y en a des joueurs qui en ont besoin. Et Pete Carroll savait très bien mesurer ceux qu'on avait besoin et pas. Donc voilà, c'est la petite aparté là-dessus, mais à un moment donné, d'accord. Ok. Edgar, rapidement, toi, tu as un point positif ou tout a été dit? Une grande partie a été dit. Moi, ce que je rajouterais juste que j'avais beaucoup aimé chez Seattle, c'était leur stabilité, dans le sens en fait où dans les matchs qu'ils ont perdus l'année dernière, c'était quasiment que contre des équipes qui sont allées en playoff, sauf le raté face aux Giants et je crois que c'est San Francisco, du coup, le deuxième.
Mais je veux dire, contre les équipes où ils étaient favoris, ils ont su rester favoris, gagner leur match, que ce soit après prolongation ou dans la difficulté. Bien Mais ils sûr. ont su gagner les matchs qu'il fallait. Et pour une équipe qui est à la limite comme ça de savoir si elle jouera les playoffs ou non, je trouve que c'est important de gagner ces matchs-là. Et voilà, la saison dernière, c'est pas passé face à des équipes peut-être un peu mieux construites ou un peu plus fortes. Mais au moins, ça montre une certaine stabilité. Et je trouvais que c'était assez impressionnant quand même. Ouais. Ok, très bien. Allez, maintenant on passe à la deuxième partie de l'épisode. On y revient maintenant. Clément, soit vous partagez les arguments, vous faites comme vous voulez. Clément, tu nous cites déjà un argument pourquoi il faut suivre tes Seahawks cette année. Parce que hors blessure, ça va être la meilleure défense de la ligue, avec un schéma novateur, enfin qu'on commence à connaître du côté de Mike Macdonald, mais avec des joueurs qui ont maintenant 2 ans d'expérience dans le système. Si on est en bonne santé, moi, alors je dis de façon superlative, ce sera la défense, mais ce sera top 5 des meilleures défenses de la ligue, et surtout, ce sera une défense qui sera agréable à regarder, avec beaucoup de mouvements, des joueurs qui savent jouer à plusieurs positions et beaucoup de physicalité, comme on a pu d'ailleurs, comme on est aller chercher aussi à la draft avec Kyler Murray. Donc ça sera mon premier argument sur pourquoi suivre Seattle cette année. Ok. Tu reprends à la fin, Edgar, ou tu veux faire point par point? Ouais, à la fin, ok. Tristan, t'en as un autre, toi? Ouais, bah écoute, un autre argument de pourquoi il faut suivre Seattle cette année, c'est que on a énormément eu de changements en attaque, que ce soit du côté du coordinateur avec l'embauche de Clint Kubiak, que ce soit au niveau même du quarterback, puisqu'on a échangé Geno Smith et qu'on a signé Sam Darnold en free agency. Que ce soit même au niveau des receveurs, puisqu'on a coupé Tyler Lockett au bout de 10 ans, après 10 ans de bons et loyaux services. On a échangé DK Metcalf et on a signé Cooper Kupp et MVS. Donc voilà, il y a eu énormément de changements dans tous les sens en attaque. Et à mon avis, ce sera mieux que l'année dernière. Et j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Donc juste Ok. pour voir ce que ça va donner, ces Seahawks avec tous ces nouveaux visages en attaque, ça vaut le coup de regarder. Ok. Clément, un dernier argument? Alors, parce que dans mes 2 autres arguments que j'avais préparés, j'en avais un sur Darnold, un sur les receveurs. Du coup, Tristan a un peu abordé, mais je vais maintenir. Moi, je pense que Darnold va faire une bonne saison dans un système offensif qu'il connaît bien, avec un coordinateur qu'il connaît déjà, et un corps de receveurs qui me semble, qui n'est pas le meilleur de la ligue, mais qui est par contre un des plus complets en termes de profil. Là, on a de l'expérience avec Kupp, on a de la rapidité avec Jackson Smith-Njigba, et de la jeunesse et de la rapidité avec Torrey Horton, qui je pense va être capable d'aller chercher la place d'MVS. On a un backfield défensif électrique, donc je pense que le système offensif sera un système agréable à regarder en tant que fan extérieur. Ok. Edgar, c'est à toi d'être bon là. Ou est-ce que tu es d'accord puis tu valides tout? Parce que là, il n'y a pas grand-chose à dire, mais je t'écoute. Eh bien, ils ont des très bons arguments, il n'y a pas à dire. Mais non, sur l'aspect défensif, déjà, je vais quand même être plutôt d'accord avec eux. C'est-à-dire que, comme a dit Tristan, on a vu au fur et à mesure de la saison dernière une belle évolution de la défense des Seahawks. À l'intersaison, pour moi, ils n'ont pas perdu grand-chose et surtout, ils se sont bien renforcés. Il y a quand même des Marcus Lawrence qui arrivent. Et comme disait Clément aussi, hors blessure, pour l'instant, de ce que j'ai regardé, je crois que tout le monde est en forme. Je crois qu'il y a juste Nwosu qui est Nwosu, voilà. dans le dur depuis un moment. Ouais. Ouais, je sais pas du coup s'il est prévu de revenir pour la saison, mais en tout cas, voilà, il a quand même une défense qui est assez solide et du coup, je m'attends quand même à une confirmation de leur part. La seule interrogation en fait que j'ai pour Seattle, ça va être au niveau de l'attaque. Je pense toujours que la saison la plus dure pour un joueur, c'est la saison de confirmation. Et donc, Sam Darnold a fait une super saison, on va dire, de comeback l'année dernière. Mais je veux voir sur une saison de confirmation, comme tu disais, dans un schéma qu'il connaît, qu'il apprécie, voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il va bien confirmer? Est-ce que ça peut être plus compliqué? Il a signé un contrat, il est à l'abri, donc il a moins de pression que l'année dernière dans le sens où il devait retrouver une équipe, un contrat. À voir comment ça va se passer, même si au vu de ce qu'il a fait l'année dernière, c'était, on va dire, exceptionnel. Est-ce que le fait d'avoir on va dire, un corps de receveurs différent, l'année dernière, il avait quand même des receveurs élites
avec Justin Jefferson. Il avait un wide receiver 2 qui était très très bon avec Jordan Addison. Est-ce que ça va matcher aussi bien avec le corps des Seahawks? Je ne sais pas. Le point positif au niveau des receveurs, je dirais que c'est la fin de saison l'année dernière de Jackson Smith and Jigba, qui en fait est devenu wide receiver 1 sur la fin de saison pour moi l'année dernière. Et du coup, comment l'adaptation va se passer avec Cooper Kupp et MVS? Je pense que Cooper Kupp aura le rôle de vétéran un peu comme avait Tyler Lockett, donc je pense que ça bouge pas trop. La seule inquiétude que j'ai pour lui, c'est quand même les blessures ces dernières saisons. C'était un truc qui était récurrent, donc je lui souhaite d'être le plus healthy possible, hein, mais c'est une interrogation que j'ai. Et sinon, pareil, MVS, je pense que ça va être assez rapide de savoir s'il va tenir la cadence ou si Torrey Horton va pouvoir assez vite profiter de plus de temps de jeu, etc. Mais dans l'idée, je trouve que vous allez être une équipe très sympa à suivre. Il y a aussi des petits noms à droite à gauche que j'ai hâte de voir. Par exemple, Grezabel, je sens que ça va être sympa. C'était quand même un nom qui avait fait parler à la draft, etc. On en parlera après, mais oui. Voilà, pas de souci. Voilà, dans l'idée, je trouvais ça assez compliqué de faire l'avocat du diable parce que en fait, l'année dernière laissait présager de bonnes choses. Le seul hic pour moi, c'est l'attaque, comme j'avais dit, de est-ce que tout va cliquer, est-ce que tout va rentrer en marche, et est-ce qu'il va y avoir une meilleure répartition du jeu au sol et dans les airs. Ouais. Alors pour le coup, moi je partage 100% ton avis et c'est pour ça que même je comprends pourquoi c'est dur d'être l'avocat du diable au-delà de l'aspect de juste est-ce que ça va être bien, pas bien. C'est qu'en fait, avec un nouveau quarterback, en fait, on sait pas. Enfin, on sait jamais vraiment ce que ça peut, ce que ça va donner. Tu disais, c'est vrai que Darnold a moins l'impression. Après, ce qui ressort des camps et tout ça globalement, et même le fait qu'il soit allé s'entraîner très vite avec les nouveaux receveurs, c'est quand même qu'il a conscience qu'il doit tout reprouver. Ça, c'est déjà plutôt positif dans le discours qu'on a. Et après, la vraie inconnue qu'on a toujours. Et qui porte un peu tout, c'est cette ligne offensive. Est-ce que cette ligne offensive, elle va être capable d'être ne serait-ce que correcte? T'as dit, on allait reparler de la draft et tout ça, mais il y a toujours un poste de garde droit qui est pas forcément fixé. Et ça va avoir une énorme influence, même sur la prestation de Darnold derrière. Donc ça, c'est toujours pour moi la grosse inconnue qui pourrait m'inquiéter pour cette saison. Ok, très bien. Clairement, l'avocat n'a pas assez de preuves pour vous inculper. Vous êtes libéré. Ouais. Clairement. Non, mais de toute façon, c'est sûr que quand tu as une équipe un peu qui a bien hypé malgré tout et qui a des changements plutôt positifs, tu peux pas dire grand chose, quoi. On essaye, hein, mais voilà, vous avez trouvé les bons arguments, donc on va pas épiloguer, on va pas aller plus loin. Merci encore mais ça donne envie de vous regarder. De toute façon, ça donne envie de regarder et moi j'ai toujours vendu et survendu la grande défense des Seahawks, même quand ça n'allait pas, et Julien reviendra. Ouais. Et voilà, on verra si c'est revenu, on verra ce que ça donne cette année. Si tu as convaincu des gens de regarder Seattle pour la défense les dernières saisons, il y en a qui ont dû t'en vouloir. Allez, pas celle-là, celle de l'année dernière, ça va. La dernière de Pete Carroll était quand même compliquée, mais celle d'avant, ça allait. Je trouvais ça encore celle d'avant, ça allait. Voilà. Celle d'avant, c'était dynamique, c'était agréable à regarder. Juste un an avant qu'ils partent, je trouvais que ça tenait encore la route. La dernière année, c'était un peu. Là, par contre, là, la légende de Seahawks avait disparu un peu. Exactement, ouais. Très bien. Tristan, quelque chose à rajouter ou on avance? Bon. Ouais, Tristan, non? Ok. Edgar, c'est au moment. À toi de poser les questions. Sur la franchise des Seahawks. Et on va voir si Tristan, s'il nous entend plus, on fera comme on peut. Mais sinon, j'ai besoin de Tristan, moi. Moi, je suis pas très bon en histoire des Seahawks. Tristan, tu es là? Tu nous entends? Je vois son micro bouger, mais je ne l'entends pas. Donc, bref. On y va, si tu nous entends, Tristan, puis ressort et reviens, je te ferai rentrer, mais on t'entend plus là. Edgar, c'est le moment, vas-y, tu peux commencer les questions. Eh ben, écoute, ça y est, je suis là. Ça y est. Parfait, le retour au bon moment. Clutch, pile au moment du quiz. Du quiz. Écoute,
On va commencer avec une petite question histoire et après, promis, j'ai pris dans le récent. Ouais. Mais une petite introduction pour même les gens qui ne connaissent pas forcément les Seahawks. En quelle année les Seahawks ont-ils rejoint la Ligue? 76, non? Ouais, Exactement, puisque ça va être les 50 ans là cette année. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, grosse saison à venir, saison importante. Et du coup, on va partir sur un autre thème un peu pareil dans la catégorie histoire, etc. Combien de numéros ont été retirés par les Seahawks actuellement? Il y en a pas beaucoup. Alors attends, l'argent a dû être retiré. Cortez Kennedy, je dirais 3. 3. Alors attends, je Non. vérifie parce que pour le coup, j'en ai pas trouvé beaucoup du tout. Même moi, ça me mettait 0, c'est pour ça. Ah oui, non, c'est peut-être. Ah non, peut-être qu'il n'y en a aucun qui a été retiré actuellement. Alors là, en fait, actuellement, moi, ce que j'avais trouvé, c'est qu'en fait, aucun numéro. Bah, si, en plus, il y en a. Donc, tu vois. Il y en a 4 qui ont été retirés. Ouais, trop. Il y en a 4 qui ont été retirés. Donc, c'est Kenny Isley, Walter Jones, Steve Largent et Cortez Kennedy. Donc, Ok. t'étais dans le bon. Et en fait, il y a pour la subtilité, il y a un 5e numéro qui est retiré par les Seahawks. Je pense que tu l'as. Ouais, le 12. Le 12, voilà. Qui est retiré en fait pour les fans, pour les remercier de leur soutien et de leur présence chaque saison. Donc c'est quand même un beau geste, je trouve, de la part des Seahawks. Et Il manquait Kenny Isley, ouais. ouais, Ça. c'est ça. J'ai pas la date de quand il a été retiré, donc j'avoue, je pourrais pas te dire. Ensuite, allez, on va faire. Quel est le score des Seahawks au Super Bowl, c'est-à-dire en victoire, en défaite? 1-2. 1-2, exactement. J'avais 3 propositions au cas où, mais Ouais. je me doutais que c'était quelque chose qui. Je crois que tu allais me demander les scores, genre le 43-8 ou Non, t'es 28-24. pas. Si t'as les scores, c'est encore mieux, mais non, moi je restais sur le score général des Seahawks. Donc, écoute, 3 sur 3 pour l'instant. On va venir dans le récent. En 2024, Geno Smith fait sa meilleure saison en carrière à la passe. Est-ce que cette saison, est-ce qu'il a été meilleur que Russell Wilson sur l'ensemble de sa carrière? Est-ce que Russell Wilson a déjà fait une saison plus haute que Geno Smith? En termes de quoi? De yards? De yards à la passe, ouais. Non, il bat le record de la franchise, non, Gino? Parce qu'en plus, on est sur 17 matchs. Donc, il me semble qu'il prend le record de la franchise. Exactement, il bat le record de franchise avec 4320 yards. Et auparavant, il bat déjà son précédent record qui était de 4219. Et en fait, Russell Wilson est élu à 4216, son record. Ouais. Donc, tu vois, ça ne se voit pas beaucoup, mais il a creusé un peu l'écart cette dernière. Ouais. Et allez, une dernière question. En 2013, quand vous jouiez encore dans votre ancien stade, il y a eu énormément de bruit après un touchdown de Marshawn Lynch qui a fait bouger des capteurs sismiques à Washington. Ouais. Est-ce que tu as le nom que les fans donnent à cet événement? Le Beastquake. Le Beastquake. Voilà, parfait. J'avais 2 propositions au cas où, mais. T'as dit 2013? C'est 2010, non? C'est le. C'est 2010? Du coup, c'est le. Ouais, c'est le match de playoff Seahawks. Il y a un match de playoff Seahawks Saints en 2013, mais le Beastquake, c'est 2010, parce que les Saints sortent de leur saison de champion et les Seahawks sont l'équipe avec le pire bilan de la ligue en playoff. Et du coup, c'est un upset, un très très gros upset. Mais donc, tu vois, j'avais noté 2013, mais j'ai dû. Mais tu vois, le fan connaît encore mieux la franchise que moi qui prends des notes, donc je m'incline. Ça m'est arrivé aussi, hein, t'inquiète pas, ça m'arrive aussi. Je m'incline. Ça m'arrive aussi. J'essaye de reprendre Tristan dans la partie backstage. Je ne le vois pas du tout. Il me dit qu'il est connecté. Je l'entends dans mon casque et je ne sais pas ce que me fait le logiciel, mais il veut pas me faire apparaître Tristan. Bref, je suis désolé Tristan, si tu nous écoutes. Je suis désolé. Je vais continuer. On va avancer parce que sinon la preview elle va durer hyper longtemps. Donc ce coup-ci, on passe à
direction la saison 2025 et on va passer, j'énumère le calendrier et toi tu nous dis à peu près le prono que tu vois et nous avec Edgar on dit à peu près les pronos aussi que l'on va essayer de trouver pour votre équipe. Donc le premier match vous allez vous déplacer, vous allez recevoir San Francisco, ensuite vous allez à Pittsburgh, ensuite vous recevez les Saints, vous allez chez les Arizona Cardinals, ensuite vous recevez Tampa Bay, vous allez chez les Jacksonville Jaguars, vous allez recevoir Houston, vous êtes en bye week en 8-8, c'est plutôt pas mal. Ouais. Ensuite, vous allez chez les Washington Commanders, vous allez recevoir Arizona. Ensuite, vous allez chez les Rams, vous allez chez les Tennessee Titans. Vous recevez les Minnesota Vikings, vous allez chez les Atlanta Falcons, vous avez 2 matchs après chez vous, les Colts et les Rams, et vous finissez par 2 matchs à l'extérieur, les Carolina Panthers et les San Francisco 49ers. Pour toi, quel bilan tu vois pour tes Seahawks, Clément? C'est toujours une question compliquée, la question des pronos. Puis ça dépend pas que de nous. J'ai envie d'aller sur un 11-6, 11-6 playoff. Il y a quand même pas mal de matchs compliqués. Il y a les matchs en NFC West. C'est toujours très compliqué. La NFC West, on regarde. San Francisco, on ne sait pas ce qu'ils vont donner. Les Rams, il y a la blessure. C'est une grosse équipe. Il y a la blessure de Stafford. Les Cardinals sont sur la montée. Donc vraiment, faire un bilan des matchs de NFC West, c'est assez dur. Mais je vois bien quelque chose à l'équilibre avec 3 victoires, 3 défaites. Donc oui, donc je vois assez bien un 11-6 avec 3 autres matchs lâchés contre des grosses équipes. Donc ouais, aujourd'hui, je dirais, si on clique bien, on est l'équipe qu'on doit être au vu de ce qu'on a pu voir la saison dernière. Je dirais 11-6 playoff. Ok. Tristan, je suis désolé, je te voyais pas du tout et le logiciel a dû bugger, je sais pas ce qui s'est passé. Tristan, je te vois que tu es revenu, si tu nous entends, quel bilan tu pourras annoncer pour tes Seahawks? Si tu nous entends. C'est ouf, il nous entend pas. C'est dingue. Bref, Tristan, si tu nous entends, n'hésite pas. Edgar, toi, tu vois un bilan de positif et tu vois quoi, toi? Si, je vous entends, ça y est. Ah, ça y est, Tristan. Vas-y, dis-nous ton bilan, pardon. Tristan. Moi, je suis d'accord avec Clément. Je pense que je vais m'aligner sur lui avec un bilan de 11-6. Faut savoir que cette année, on affronte quand même la NFC Sud et l'AFC Sud. Donc, on a quand même, on va dire, 8 matchs. Enfin, peut-être pas les Texans, mais je dirais, et ni les Bucks. Mais on a quand même 6 ou 7 matchs prenables, on va dire, assez faciles. Et ensuite, ouais, notre propre division est relevée, donc 11-6, ça me paraît loin d'être impossible. Ouais, je vous la poserai après. J'ai une question, je vous la poserai après. Edgar, toi, ton bilan? Moi, je vais être un peu plus gentil, mais comme on dit, quand on connaît, on est toujours plus dur. Hein, ce que tu disais au début. Donc moi, je vais dire 12-5 parce que Bon, ça va, c'est je signe. Je signe. voilà, Ah mais ouais. playoff aussi, mais on va dire que j'attends toujours des confirmations, on va dire un peu du côté de San Francisco. Je pense pas qu'il y ait eu forcément une amélioration par rapport à l'année dernière, même si votre division, pour moi, va être le moment peut-être le plus compliqué de votre saison. Mais en fait, après, dans les autres matchs hors conférence, enfin hors division, en fait, vous allez affronter du coup la NFC South, non? C'est ça. Ouais, c'est ça. NFC Sauce et AFC Sauce. Ouais, c'est ça. Et du coup, je trouve que tout le côté Jaguars, Titans, je vais mettre les Colts avec, ça va être des matchs qui seront prenables. Houston, ça peut être un beau match, mais pour moi, Houston a un peu foiré son intersaison, donc à voir. Et après, pareil, tout le côté Washington, Atlanta, Carolina, je pense qu'il y a des matchs prenables. Donc je vous vois quand même prendre en fait, on va dire 4 matchs sur les 6 de votre division et du coup forcément à côté 8 matchs. Donc ouais, je vois un 12-5. Ok, très bien. Moi, je vais me prêter au petit jeu du prono aussi, mais je vais dire, je suis d'accord avec nos invités. Ouais, 11-6, 12-5, allez, pourquoi pas. Les gens, je me laisse tenter comme Edgar, allez, 12-5. Avec 12-5, vous remportez la division, on est clair, hein, c'était ma question pour une division. Ouais. Ah, Mais c'est si aujourd'hui, là, tu me demandes le prono de la division,
Je crois pas qu'il y ait une division plus difficile à pronostiquer dans la ligue Ouais. que celle-là actuellement. Ça a été le cas sur de nombreuses années d'ailleurs. Il y Mais là, a la FC Sauce qui est pas facile. La NFC Sauce qui ouais, est pas facile, je veux dire, parce qu'ils se recroisent entre les Bucks, les Saints, les Falcons. Des fois, c'est jamais ouais. simple. Mais Ils se là, battent mais là, tous. il y a énormément d'inconnus Ouais. chez toutes les équipes. Donc c'est En sachant que j'ai fait la preview des 49ers, je les ai mis beaucoup plus haut en prono que ça. Ils ont un calendrier encore, je pense, un peu plus abordable que vous, mais ils sont le plus facile de la ligue, non? Le deuxième ouais, plus je facile, crois, hein, c'est un truc comme ça, ouais. Je crois que c'est un Ouais. truc comme ça. Mais Vous, c'est le 11e, je crois. mm, J'avais vu. donc voilà. Ok, très bien. Votre MVP, vous c'était Worky? Attends, tu veux dire dans notre équipe qui on aimerait Ouais. qu'il soit MVP? Ouais. Qui c'est que vous souhaitez voir MVP dans votre équipe et peut-être nominé dans les 4 derniers? Euh, C'est pas facile, hein, mais ça invite à se mouiller, quoi, un petit peu, tu vois. Dans notre équipe, moi, attends, qui j'aimerais vraiment voir MVP? Attends, alors moi, déjà, je rêve d'avoir un joueur défensif MVP, donc j'irai chercher là, mais je sais pas, une saison all-time d'un Witherspoon qui joue le blitz, qui finit avec 8 interceptions, 3 fumbles. Ah, ce serait qui t'amène tes meilleures défenses de la ligue. Non, moi, Witherspoon ça, qui était à la fac à c'était Illinois, non, c'est pas ça lui? Non, c'était ça, faut pas me demander à moi. Ça. Illinois. Ouais, Illinois, c'est bien ça, c'est bien ça. Ouais. C'est bien ça. Illinois. Ok, Non, moi, c'est mon rêve de fan, enfin même de fan, même de Ouais. football global. Tu mets un cornerback un peu dynamique avec un peu polyvalent en MVP pour la renaissance des défenses des dernières années. Et J'aime bien quand ça sort un peu des termes habituels. Tristan, tu sais de voir qui, toi? Bon, bah, à mon avis, en MVP de la ligue, on n'aura rien d'autre qu'un QB pour les je sais pas combien de prochaines années. Mais MVP de Seattle, pour moi, l'année dernière, c'était peut-être Leonard Williams. On l'a vu un peu avoir une deuxième jeunesse dans la D-line de Mike McDonald. Donc, écoute, je te dirais Leonard Williams, moi, pour Ok, rester en défense. ok. des candidats Defensive Player of the Year. Hein. Bon. Ok. Ouais. Edgar, t'en as un, toi, tu veux citer? Eh ben moi, j'aimerais beaucoup citer la défense aussi, mais là, les options se réduisent. Mais non, je suis d'accord avec ce que Clément disait, une saison comme ça d'un corner sorti d'ailleurs, etc. C'est un truc que j'aimerais beaucoup. Mais allez, on va dire peut-être pas. En fait, il sera peut-être pas MVP on va dire dans les statistiques ou dans ce là, mais un gros impact de Demarcus Lawrence qui fait briller le reste et qui attire du monde sur lui. Ce sera du travail de long, mais il sera MVP là-dedans. Ok, très bien. Si tu veux qu'on aille vraiment dans le football fiction, là je te dis Witherspoon. Mais alors là, si tu veux vraiment un truc qui n'arrivera jamais, peu importe la saison qu'il fait, tu prends un Ernest Jones, un middle linebacker MVP là. Là, ce serait dans l'ère du football actuel. Ça serait Là, révolutionnaire. Très bien. Allez, on passe à la dernière partie. Vous allez prendre le rôle de GM. Donc, vous nous dites un peu les deux, les deux ce que vous auriez fait. Donc, je vais citer à peu près les noms que vous avez signés, même si vous en avez déjà abordé 2 ou 3 pendant le podcast. On va dire aussi après les départs et après j'énumère la draft. Donc, vous avez signé Sam Darnold, comme vous l'avez dit. Vous avez signé aussi Drew Lock, signé Drew Lock. Cooper Kupp qui arrive chez vous. MVS, je vais le dire comme ça pour éviter de corcher son nom. Eric Sauber, le tight end, Josh Jones, qui est l'offensive tackle. Le edge de Marquis Lawrence qui signe chez vous. On a Jonathan Hunkins, le defensive line. Jaren Reed, defensive line aussi. Le linebacker Ernest Jones, qui re-signe chez vous. Le cornerback Shaquille Griffin. Et Shemar Jean-Charles, je ne vais pas citer le punter Michael Dickerson, je le cite quand même. Allez, au niveau des départs, vous avez Geno Smith qui est parti en trade aux Raiders, vous avez Tyler Lockett, vous l'avez cité aussi plus tôt, vous avez DK Metcalf qui était tradé aux Steelers, Pharaoh Brown qui est parti chez les Dolphins de tight end, Noah Fent qui a été cut et qui est maintenant chez les Bengals, si je ne me trompe pas.
qui a signé chez les Bengals, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est ça, oui. Ah, c'est ça. George Fant, l'offensive tackle. L'offensive tackle aussi, Stone Foritz, qui est parti chez les Giants. L'offensive guard, Laken Tomlinson, qui est parti chez les Texans. Le edge, Travis Gibson. Le edge aussi, Draymond Jones, qui est parti chez les Titans. Royce Roberts Harris, qui est parti chez les Giants. Le cornerback, Trey Brown, qui est parti chez les 49ers. Le cornerback, A.T. Burns, qui est parti chez les Dolphins. Et le safety, Rashan Jenkins, qui est parti chez les Browns. Et Kevin Wallace. Maintenant, on passe à la draft. Vous avez signé au premier round Grey Abel, l'offensive guard de North Dakota State. Au round 2, vous avez signé Nick Emanwari, le safety de South Carolina. Au round 2, le tight end Elijah Arroyo de Miami. Au round 3, le quarterback Jalen Milroe de Alabama. Au round 5, le defensive line Riley Mills de Notre-Dame, je ne sais pas si je le dis comme il faut. Round 5, le wide receiver Troy Horton de Colorado State. Round 5, toujours le fullback Robbie Hoots d'Alabama. Au round 6, l'offensive guard Bryce Cabedou de Kansas, pardon. Round 7, le running back Damien Martinez de Miami. Round 7, l'offensive tackle Mason Richman d'Iowa. Et au round 7, vous avez signé Ricky White de UNLV, le wide receiver. Pour toi, Clément, dans tout ça, qu'est-ce que tu aurais fait déjà à la free agency et après la draft? Déjà, la liste était tellement longue que Tristan s'est barré. Ouais. Voilà. Il a dû bugger encore une fois, mais oui, la liste était longue. Non, j'allais juste commencer par une blague qu'en fait, quand tu faisais tout ça, là, notre meilleur move de l'intersaison, ça reste le départ de Laken Tomlinson sur notre ligne offensive. Et il va pas beaucoup nous manquer. Non, je suis pas. Alors, je vais être tout à fait honnête, je suis pas très bon GM. Moi, je suis plus dans l'analyse du jeu. Après, les constructions de roster, c'est vraiment pas une force. Après, tu peux valider ce qu'a fait, par exemple, les départs de DK, tout ça. Ce que toi, tu étais pour et tout ça, voilà. Voilà. En fait, et c'est là où cette année, c'est particulièrement compliqué parce que, en fait, tu m'aurais demandé au moment où DK, Lockett, Gino, tout le monde se barre, je cassais mon PC. Finalement, quand on analyse l'intersaison avec un peu de recul et les signatures, et ben, je trouve que c'est une très bonne intersaison parce que on perd des joueurs. Bon, alors, DK, on l'aurait perdu dans tous les cas. Gino, on ne pouvait pas payer. Et finalement, on va récupérer alors un quarterback qui est pour moi moins bon, mais qui reste un peu dans la même sphère potentiellement de niveau, en vue de ce qu'il a montré l'année passée, pour moins cher et qu'un contrat moins engageant et surtout beaucoup plus jeune. Derrière, on remplace l'expérience de Lockett par Cup. Metcalf s'en va, c'est un peu douloureux, mais on a quand même notre futur assuré à ce poste avec MVS. Donc là-dessus, moi, je suis plutôt satisfait. Au global, on ne s'est pas immensément renforcé par la free agency, mais on n'a pas perdu non plus. Et après, ce qui est toujours difficile à dire aujourd'hui, hein, on pourra plutôt en reparler dans 3 ans, mais moi, la draft me paraît très bonne. Déjà, du point de vue du processus, de ce qu'on a fait, on allait chercher énormément de joueurs offensifs là où il y avait les besoins. On va enfin chercher un garde très haut. On prend un joueur défensif impactant qui est une pépite et qui est vraiment le joueur qui pourrait faire exploser le système McDonald, comme à l'image d'un Cam Hamilton chez les Ravens. McDonald, dans son système, il a besoin d'un très bon inside linebacker pour appeler les jeux et d'un safety un peu hybride, capable de jouer à plusieurs positions, près de la ligne de scrimmage, plus loin, camoufler des blitz, etc. Et surtout, on va chercher une classe de joueurs très très physique. Enfin, on va chercher Arroyo aussi au poste de tight end. On va prendre Jalen Milroe en plus en projet de quarterback. Ça pour moi c'est vraiment un move parfait parce qu'on a un quarterback globalement solide qui connaît la ligue, plus un projet derrière, un projet pépite d'un mec qui a l'air quand même d'avoir une tête très bien faite. Donc sur cette draft, moi j'avoue que je suis pour l'instant très satisfait. Le seul petit truc que j'aurais changé finalement à cette intersaison, si tu m'avais demandé avant, moi je serais pas débarrassé de Gino et tout ça, mais là, quand j'analyse la fin de l'intersaison, peut-être truc que j'aurais rajouté, j'aurais bien allé chercher un garde un peu plus impactant à la free agency, histoire d'avoir un peu être sûr, tu vois, tu peux prendre des gardes à la draft, avoir un mec solide, quoi. C'est ça, un mec, un plug and play, tu le mets et tu sais que ta ligne, elle va tenir globalement à cet endroit-là. C'est pour me rassurer, c'est plutôt ce que je serais allé chercher. Sinon, pour moi, on est sur une intersaison de très bonne qualité et je suis très critique avec Schneider. Je l'ai beaucoup critiqué. Et finalement,
Là, en août, avec le soleil et un peu hypé par cette saison, donc forcément un peu plus positif, non, je me dis, Et, la vie est belle, c'est une bonne et, intersaison. et le début des camps et tout ça. Et On on est, voit certaines passes qui se font, certains jeux. on vit bien, on vit bien. Bien sûr. Non, mais bien sûr, quand tu prends le tight end à Royo, tu te dis, mais on a Noah Fent, pourquoi on prend ça? Et après, quand tu vois que Noah Fent est coupé et cut, tu Ouais, dis, moi, tu comprends vite le truc. Et voilà, mais c'est exactement. il y avait Et même certains Noah détails Fent, que. j'y croyais pas trop. Enfin, ça marchait pas très bien. Il avait un contrat cher en plus. Et c'était l'année dernière, c'était un peu l'année ou jamais pour exploser parce on avait un coordinateur qui était censé vraiment favoriser son profil. Finalement, il n'a pas fait grand-chose. Donc bon, on passe à autre chose, quoi. Non, puis 11 joueurs à la draft, ça permet de bien. Si tu ne plantes Exactement. pas la draft et puis que c'est une draft, au moins, tu en as ne serait-ce que 30-40% déjà qui peuvent jouer tout de suite. Déjà, c'est déjà. Et qui sont titulaires, c'est déjà gagné, quoi. Hein. C'est une draft qui est gagnée. Moi, c'est mon argument. Moi, ceux qui me suivent savent que je connais très peu les joueurs de la draft, en tout cas les joueurs universitaires. Par contre, la draft est une loterie. J'en ai déjà pas mal parlé. Et en fait, le meilleur moyen pour que ta loterie elle marche, c'est d'avoir le plus de tickets que les autres. Ça, c'est imparable. Ça, c'est sûr. Ouais. Moi, je le vois bien avec Kansas City, on draft Karl Aftis, tout ça, sur les 12 qu'on draft, je crois, il y en a 9 qui jouent au Super Bowl. Donc, à un moment donné, C'est ça. il n'y a pas de Et secret. les Rams sont très bien compris. Hein, d'ailleurs, en trade, c'était déjà un truc que j'ai cité à l'avant, mais eux, ils ont trade vraiment beaucoup leur premier pick. Ils s'en foutent. En fait, ils prennent des gros joueurs et après, derrière, ils accumulent les picks des tours plus bas. Et en fait, ça leur fait aujourd'hui, ils ont une équipe de jeunes qui est super. Quoi. La preuve, ils ont même retradé leur premier tour cette année parce qu'ils sont tellement pas habitués. L'année prochaine, ils auront 2 premiers tours. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que vont faire les Rams? La franchise va imploser. Bon, très bien. Tristan, je crois que je t'ai entendu revenir, mais je ne te vois pas comme tout à l'heure. Ça bug, je suis désolé. Edgar, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on conclue? Tristan arrive, on va voir si. Je sais pas si vous m'entendez. Si, on t'entend, Tristan, on t'entend. Ah, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. À partir du moment du quiz, j'arrivais complètement plus à. Non, mais t'étais trop fort, c'est pour ça ça t'a sorti. Mais du coup, je sais pas ce que vous disiez. Alors, on en est, Tristan, on est à la fin. Juste toi, j'ai énuméré un peu ce qui s'était passé à Fred Agency, à la draft et tout ça. En quelques mots assez courts, Tristan, je sais que voilà, c'est pas évident, mais dis-nous, toi, qu'est-ce que tu aurais peut-être fait en tant que GM des Seahawks? Pas trop long, hein, par contre. Pas trop long. Mais... Moi, je pense que j'aurais pas fait grand-chose de différent. Je pense que j'aurais trade DK Metcalf également, parce que puisqu'on change toute l'offense et qu'on passe sur quelque chose avec plus de play action, plus de 12 personnel avec 2 tight ends, on n'avait peut-être pas besoin d'un receveur de la trempe de DK Metcalf pour au final ne lui lancer que des fades ou voilà, des tracés qui ne sont pas parmi son répertoire et que le jeu n'en valait pas la chandelle. Idem pour Geno Smith, je pense que c'est un quarterback que j'adore, mais je ne suis pas triste qu'on se soit séparé de lui dans la mesure où il était déjà assez vieux et que finalement, en fait, je suis plutôt partisan de passer à autre chose un an plus tôt qu'un an trop tard. Et à la draft, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait John Schneider. Donc, c'est peut-être une réponse qui va te décevoir, mais j'aurais vraiment pas changé grand-chose à ce qu'il a fait cette intersaison. Je serais peut-être allé un peu plus agressivement sur des linemen en free agency parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et Tristan, on est vraiment... qui est parti de chez les Colts et qui a signé un gros contrat avec les Vikings. Je pense que c'est quelqu'un que j'aurais poursuivi peut-être un peu plus agressivement. Alors, Tristan, ça a coupé. Mais tu dis exactement les mêmes choses que Clément. On voit que vous connaissez bien votre franchise parce que vous avez dit quasiment les mêmes choses. Voilà. Merde. Mais parfait. Mais moi, j'ai dit, j'aurais rien changé. J'aurais juste été allé chercher un garde droit en free agency. Et voilà. C'est Will Fries. Et du coup, ça permet, voilà, sans être là, vous pensez la même chose. Donc, c'est très bien. Les Seahawks vont droit de l'avant. Et c'est plutôt positif, ça. Edgar, avant de conclure, je voulais te donner la parole. Edgar, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça chez les Seahawks, toi, rapidement?
Moi, je vais être très différent. Je dirais que j'aurais pas changé grand-chose, que je serais allé chercher un guard. Attends, qu'est-ce que vous avez dit avant? Non, en soi, On a on a juste eu critiqué des... John Schneider, mais on est quand même content. C'est ça. Mais non, je pense que déjà, ils ont tout dit, etc. Et voir qu'il y a eu autant de changements. Moi, le seul truc que je dirais, c'est que voir qu'il y a eu autant de changements dans la franchise et que pourtant, les gens qui la suivent et des fans comme Clément et Tristan sont contents et sont en accord, je Bien pense sûr. que on peut juste respecter leur travail et dire que ils ont fait du bon boulot. Tout à fait. Maintenant, il faut que ça clique. Et je pense qu'il y a eu aussi des recrutements qui ont été avant toute chose intelligents et dans le style des coachs. Ils ne sont pas allés chercher forcément la grosse star qui était disponible à ce poste-là, mais ils ont regardé ce qu'ils avaient. Ils ont fait des additions de la draft qui étaient super bonnes. Et notamment Grésabel, moi j'ai hâte de voir. Je pense que c'est quelqu'un qui qui est fait en fait pour la ligue et pour être une pièce importante du système. Et du coup, non, j'attends de voir la gestion du tight end en fait montre à quel point on va dire le GM et toute l'équipe était réfléchie. En fait, au vu des receveurs que vous avez, on va dire c'est de la vivacité, c'est du petit gabarit, c'est rapide, sauf on va dire MVS qui est quand même un peu plus grand. Et je veux dire, garder Arroyo qui lui est beaucoup plus physique. Je veux dire, c'est réfléchi, c'est travaillé. Donc non, maintenant je dis juste à voir et bonne saison à vous. Merci. Je finis juste sur deux trucs. Pour Grésabel, je sais pas quand sort l'épisode, mais du coup là on est au lendemain du premier match de pré-saison. Le 27 août, exactement. Ok, là on est au lendemain du premier match de pré-saison Seahawks Riders et tu serais très content de savoir que que Grésabel a eu 2 holdings sifflés, enfin pas lui, pas contre lui, mais par le lineman défensif en face de lui pour holding. C'est quand même très rare. Donc il a fait sur les quelques répétitions qu'il a joué, il a été très très solide. Non, mais pour expliquer vite fait le contexte, Grésabel, après on conclut. Grésabel est resté à North Dakota State parce qu'il voulait jouer toute sa carrière avec son frère à l'université. Sinon, il aurait pu très bien monter en première division, mais il a voulu rester absolument, jouer et vivre ce moment avec son frère. Donc, c'est tout à son honneur. Et c'est un mec, je pense, qui a beaucoup de talent. Et je lui souhaite le meilleur aussi. Voilà, c'est juste la petite aparté sur Grésabel. Il aurait pu changer de fac, bien évidemment, mais il voulait jouer avec son frère et je trouve ça plutôt cool de sa part, quoi. Voilà. Très bien. Eh bien, on va conclure cet épisode. Merci à tous. Merci aux fans des Seahawks. Merci Clément pour ta première avec nous sur la chaîne. Merci à toi. Merci à Edgar. C'était vraiment un vrai plaisir d'être ici. C'était un plaisir. Tristan, je te remercie aussi, même si tu as une mauvaise connexion aujourd'hui, mais ne t'inquiète pas, de toute façon, on va se retrouver toute la saison, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais conclure. Donc, désolé encore. Mauvaise connexion, mais excellent take. Donc, tu vois, ça compense. Donc, n'hésitez pas à suivre Clément sur @SeahawksFrance pour toute l'info des Seahawks sur Twitter. Il y aura Tristan, mais donc Jaco JR12 ou Endzone France, vous pouvez le suivre. Voilà, on va conclure cet épisode là-dessus. Les gars, je vous remercie. Je lance le jingle tout doucement. N'hésitez pas donc à liker la chaîne, n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à venir nous voir, à venir échanger, n'hésitez pas à poser des questions à nos invités. Les fans des Seahawks, je vous souhaite une bonne saison, je vous souhaite le meilleur. Et Edgar, merci encore d'avoir assuré, t'es au top. Franchement, bonne saison à tous, bonne journée. Et prochaine preview, ça sera les Houston Texans. Ciao tout le monde, ciao. Salut à tous. Et juste merci pour le visuel. Une nouvelle fois, j'ai oublié de le rementionner à la fin de l'épisode. Merci encore à DR Graphics 71 pour ce magnifique visuel. Merci. Ciao tout le monde.